Chers invités, je me réjouis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui officiellement au village olympique et vous y souhaite, en ma qualité de maire, la bienvenue à l'occasion des Jeux olympiques 1972. 5 septembre 1972, les Jeux olympiques de Munich pris en otage. Ce jour-là, la délégation israélienne est attaquée par un commando palestinien. Un événement qui marque la fin de la trêve olympique, de la sécurité des rendez-vous sportifs et le début du terrorisme international. La fête des athlètes se termine dans un bain de sang. Un jour tragique, raconté par les témoins. Premier épisode, l'attaque. Moi j'étais un petit garçon en 72. L'écrivain Jean Materne. J'avais 7 ans, je vivais en Allemagne de l'Ouest, près de Francfort. Mes parents venaient d'acheter un poste de téléviseur pour les Jeux. Donc j'étais un petit garçon, je trouvais ça formidable d'avoir la télé à la maison. Et puis le début des Jeux, à Marc Spitz. Moi j'étais absolument fasciné déjà à 7 ans par la natation. Je regardais toutes les épreuves de Marc Spitz. C'était quand même le héros des Jeux. Et puis la première semaine des Jeux, toujours consacrée à la natation. Donc cette médaille d'or pour cet Américain, c'est fascinant. Et puis un esprit de fête en fait en Allemagne. Les Allemands étaient assez fiers, contents. Il y avait cet esprit-là qui était un peu partout, dans les rues, dans l'esprit des gens. Et puis c'était aussi les années 70, les pas de def, voilà, les hippies, tout ça. Il y avait cette ambiance quand même très cool. Tous les matins il y avait école, donc je regardais pas le matin. Mais vous savez en Allemagne l'école s'arrête à 13h, donc quand je rentrais j'allumais la télévision, je regardais les Jeux. Dans la Baltique, au large de Kiel, la bataille navale est engagée pour 150 voiliers. Ils s'appellent Finn, Star, Tempest, Dragon, Soling ou comme ceci, les Flying Dutchmen. Flying Dutchman, c'est le dériveur en double. Le skipper Marc Pajot. Physique, un peu plus gros que le 470 aujourd'hui. Et nous, on avait eu la chance avec mon frère de gravir très vite les échelons du championnat de France cadet à 14 ans. 4 ans après, on se retrouve au jeu, quoi. Quand j'étais jeune, il y a eu Tokyo en 64, il y a eu Mexico en 68, c'est un peu loin de chez moi. Le journaliste Benoît Emmermann. Je suis alsacien, 72, ça paraissait une évidence d'y aller, j'avais 18 ans. Mon frère en avait 20, on s'est dit, mais après tout, c'est pas loin, c'est à 300 bornes. On va prendre nos vélos, on va y aller avec notre tente, notre petit réchaud, et on va s'installer là-bas et on va assister au jeu. C'est sur une piste faite d'un bois africain que la France a acquis hier soir sa première médaille d'or. La cloche a retenti, c'est le dernier tour pour Nicholson l'Australien, au maillot blanc, suivi du Français Daniel Morellon. Morellon a remporté la première manche, c'est ici l'emballage final. Ouvrez grand votre œil, vous en aurez bien besoin. Il m'avait tassé au balustrade dans le tour préliminaire à l'arrivée, au dernier tour. Et j'ai l'adrénaline qui était montée en moi et je me suis dit, toi... Et je suis revenu juste le passer sur la ligne dans la deuxième manche que j'ai gagnée avec photo finish. Ce qui nous a frappé, c'est l'évidence de cette fête. Tout était clair, tout était simple, tout était ouvert. On prenait notre tramway, on allait au stade. Et là, on demandait des autographes à n'importe qui. Avec Guy Dru va se terminer ce panorama français de la première semaine des Jeux. Un Dru qui s'est aisément qualifié pour les demi-finales. Ce sont mes premiers Jeux Olympiques, j'ai même pas 22 ans. Le champion d'athlétisme Guy Drut. Les Jeux Olympiques, c'est toujours une fête. Tous les gens qui sont là, l'arrivée au village, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Tous les sportifs présents, c'est les Olympiens, qu'on appelle ça les Olympiens, ceux qui participent aux Jeux Olympiques, avaient l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Les mesures de sécurité étaient très light. Je peux le dire 50 ans après. À l'époque, j'étais fiancé et ma fiancée avait une vague ressemblance avec Marie-Christine de Bourse, qui est une athlète. Donc, on avait un peu traficoté les accréditations et ça a permis à Brigitte d'assister à tout ce qu'elle voulait un petit peu, quoi. Donc, c'était en effet assez light. L'architecture même du stade invitait à ce côté Benoît Emmermann. Très libre, c'était une couverture très arachnéenne comme ça, très lumineuse, très moderne, exactement l'inverse de ce qui s'était passé 36 ans avant. Il fallait oublier Berlin, il fallait oublier la Messe Noire, et on est à 13 km de Dachau, on est 36 ans après Berlin, et donc il fallait ouvrir les portes, et tout était couleur pastel, tout était fleuri, enfin, il y avait vraiment un côté bon enfant, quoi. On se promenait là-dedans comme effectivement on se promenait dans une kermesse ou dans une fête foraine.
Mais voilà qu'un télégramme de Tel Aviv, il y a un quart d'heure à peine, remet tout en question. 5 septembre 1972, 7 heures. L'équipe israélienne participant aux Jeux Olympiques aurait été attaquée cette nuit au village olympique par un commando de terroristes palestiniens. 4 heures du matin, 6 hommes escaladent la clôture du village olympique. Ils sont vêtus de survêtements sombres et portent des sacs de sport volumineux. Je faisais du footing dans le village olympique. Daniel Robin, membre de l'équipe française de lutte. Et je me souviens bien avoir vu des gens passer la barricade à un moment donné. Et j'ai réalisé plus tard qu'il s'agissait du commando, de quelques membres du commando Septembre Noir, puisqu'on a appris que c'était par là qu'ils étaient passés. Et j'étais, par hasard, bien sûr, j'étais dans le village quelques heures avant tout le monde, debout, puisque j'avais ce fameux poids à perdre pour la pesée. Et la pesée se faisait à 6 heures. Donc j'étais élevé à peu près vers 4h, 4h30. Les 6 hommes se dirigent vers les chambres de la délégation israélienne. Elle compte 28 membres répartis en 6 appartements numérotés de 1 à 6. Le commando arrive à la porte de l'appartement numéro 1. Il est 4h25. J'ai entendu des coups de feu à 4h30 du matin. Shmuel Lalkin, secrétaire général de la délégation israélienne. Je me suis mise à la fenêtre qui donnait sur la rue. L'homme qui a ouvert la porte de la délégation israélienne n'était ni plus ni moins que l'entraîneur de l'équipe de lutte, puisque c'était le premier debout pour préparer les athlètes pour la pesée, Moshe Weinberg. Et quand il a voulu refermer la porte, je sais qu'ils l'ont tué, nettement, carrément, et qu'ils l'ont jeté par-dessus le balcon pour bien montrer leurs intentions au gouvernement allemand et à tout le monde, au monde entier, parce qu'ils savaient bien sûr. Malheureusement, ils avaient découvert, comme tant d'autres, que c'était peut-être la scène médiatique la plus importante au monde, celle des Jeux Olympiques. Et là, j'ai vu l'entraîneur de lutte, Moshe Weinberg, qui gisait mort sur le trottoir. J'étais dans la chambre 5 et les assassins étaient dans les chambres 1 et 3. Le jour même, cela s'est passé en 2 temps. Premièrement, je suis resté jusqu'à 6h30 dans ma chambre. Jusqu'à 6h30, j'ai prévenu tous les sportifs qui étaient encore vivants dans la chambre 2, ainsi que le médecin qui était dans la chambre 4, pour qu'ils tentent de fuir à l'extérieur. 6h30. Oui, 6h30. Réveillé, toute l'équipe de France Inter d'ailleurs. Le journaliste Pierre Salviac. Parce que j'étais à cette époque-là avec Brouchon, avec Émile Toulouse, avec Thierry Roland. On est réveillé en sursaut par Paris. Parce que l'information, elle nous vient de Paris en fait. Un Israélien aurait été tué, un autre enlevé, et l'on ignore encore s'il y a eu des blessés. C'est le desk à Paris qui a été le premier informé de ça. Et nous, on arrive sur place à 7h du matin. Quand je dis on arrive sur place, c'est que autour du village, il y avait un promontoire et nous étions séparés de l'endroit où les Israéliens étaient tenus en otage que par un grillage. Donc à la limite, on voyait au moins la fenêtre de l'endroit où ils étaient cloîtrés. Après, nous sommes tous sortis vers le tunnel et nous sommes arrivés dans les bureaux du village olympique. Et là, j'ai pu joindre par téléphone le gouvernement israélien. Ce sont là les seuls éléments que nous possédions sur cette information, mais déjà un autre télégramme de Munich, celui-là, nous signale que la police munichoise confirme l'attaque. À 7h du matin, on voit rien. À 7h du matin, on travaille comme tous les autres envoyés spéciaux, davantage par les informations que nous envoient nos rédactions dans nos pays respectifs que par les informations que l'on peut recevoir directement de l'organisation des Jeux Olympiques. Dès que nous aurons d'autres détails, au fur et à mesure qu'ils nous parviendront, nous les donnerons au cours de ce journal. Nous avions, terminé nos compétitions le 4 septembre et le 5, on devait reprendre le train pour rentrer à Paris. Le cycliste Daniel Morellon. Et puis, lorsque nous allions au petit déjeuner le matin, on dit non, faut pas passer par là parce qu'il y a une prise d'otage. Donc on voyait des policiers sur les toits. On sait seulement à 7h du matin que les preneurs d'otages
ont fait savoir qu'ils appartenaient à l'organisation Septembre Noir. On sait qu'ils sont entrés dans le logement de la délégation israélienne qui dormait profondément, parce qu'elle était rentrée assez tard dans la nuit pour beaucoup d'entre eux. Après être allés au théâtre, c'était voir une pièce, si je me souviens bien, c'était un violon sur le toit. On apprend par bribes ces choses-là. La première chose que l'on sait, c'est que Septembre Noir est formé de dissidents. Le journaliste Paul Bichara. Dissidents du Front populaire pour la libération de la Palestine, dirigé par Georges Habash, et également des dissidents d'El Fatah, dirigés, comme vous le savez, par Yasser Arafat. Pourquoi des dissidents ? Eh bien, parce qu'ils estiment que les organisations palestiniennes, comme les pays arabes, sont trop attentistes devant les événements et qu'ils laissent s'échapper les occasions de mener la guerre, carrément, puisqu'ils ne croient pas à la solution politique. La seconde chose, très rapidement, c'est qu'elle est formée de jeunes, en majorité de 18 à 20 ans, et que ce sont pour la plupart des universitaires qui ont laissé de côté pour l'instant leurs études universitaires pour s'engager dans l'action palestinienne. 9h15. Et s'annoncent les épreuves purement d'athlétisme, le stade olympique, c'est ce que je voulais voir en priorité. Benoît Emmermann. On prend le métro pour la Xème fois, la 6e ou la 7e fois, on prend notre tramway pour arriver au stade, on monte les escaliers, et j'ai mon billet pour rentrer au stade, dans le fameux stade. Il y a les sélections du 10 000 mètres, je me souviens. Et là, on nous dit non, on peut pas rentrer. 11h. On sent une rumeur comme ça qui parcourt un peu la foule. On sent le fait qu'on peut pas rentrer dans ce stade. On comprend pas tout de suite pourquoi. Et je me souviens comme si c'était hier d'un francophone, était-il suisse, canadien ou même français avec un accent, j'en sais rien, mais qui dit prise d'otage, prise d'otage. On est vraiment isolé à 11h10. À Kiel. Marc Pajot. On est dans notre bulle de compétiteurs, et les infos, on les a par bride, par la direction technique. Donc on comprend aux infos nationales de la télé ce qui se passe. D'autres détails encore sur cette affaire de Munich, où vous le savez, nous l'avons dit au début de ce journal, mais je vous le rappelle si vous prenez l'écoute en cours de journal, un commando palestinien aurait pénétré cette nuit dans le village olympique et attaqué le bâtiment de la délégation israélienne, tuant un Israélien. On tourne en rond, on se dit mais ça va pas durer. Ils vont résoudre le problème, ils vont nous permettre bientôt de rentrer. Effectivement, on tourne en rond dans ce parc, tout le monde se pose beaucoup de questions. Et évidemment, il y a des gens mieux informés que d'autres, qui ont un transistor ou quelque chose comme ça, et qui apprennent vraiment ce qui se passe. Et la chose est maintenant confirmée officiellement par le gouvernement israélien de Jérusalem, qui annonce que des fédayines arabes ont attaqué l'équipe israélienne au village olympique, tuant 2 personnes, voilà un autre chiffre qui est donné officiellement par le gouvernement israélien, et prenant des otages. 11h30. On sait seulement que malgré la vive tension qu'il y a au village olympique, les compétitions ne sont pas interrompues. Pierre Salviac. Et c'est que dans la matinée, on apprend que 9 athlètes sont tenus en otage. Alors, est-ce que je comprends tout de suite ce qui se passe ? Benoît Emmermann. Pas vraiment. J'étais pas très au courant du conflit israélo-arabe. On n'était vraiment pas habitué à l'époque à ce type de prise d'otage. Il y avait eu quelques détournements d'avions, ça je m'en souviens, mais on comprend pas bien. Et on attend et on range son frein et on se dit encore une fois ça va s'arranger. Au mieux ça va reprendre ce soir. Au pire ça va reprendre demain matin. Mais on se pose pas trop de questions. Il y a une lettre qui a été jetée par la fenêtre du lieu de séquestration. Et on apprend que cette lettre-là, elle donne une liste de 232 Palestiniens, si je me souviens bien, qui étaient détenus en Israël ou en Allemagne, et dont les preneurs d'otages exigent la libération. Ça, on l'apprend à ce moment-là. Les Palestiniens font connaître leurs revendications. Un avion doit être mis à leur disposition à l'aéroport de Munich pour leur permettre d'emmener leurs otages vers une destination inconnue. Je me réveille, il doit être midi. Et je sors tranquillement pour aller au bureau. Et là, je sens quelque chose de différent. Il y avait des gens un petit peu qui couraient. Les gens se parlaient pas. Il y avait comme une atmosphère d'orage sur la ville. Et je sens quelque chose. Je devine évidemment pas de quoi il peut s'agir. Mais là, je me souviens que je commence à marcher doucement vers le bureau, puis à accélérer, puis à courir, puis à sprinter, puis à courir comme un fou vers le bureau. Et je rentre dans le bureau, je dis qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose ? Elle me dit oui, t'as raison, tu pouvais dormir toi. Il y a une prise d'otage. À suivre. L'attente.